Alors bonjour à tous pour ceux qui n'ont pas visionné les deux autres vidéos de la trilogie consacrée à la pathologie chronique de l'épaule et que je vous invite vraiment à visionner avant celle-ci, surtout la première, consacrée au diagnostic. Là aussi, je profite de cette présentation pour pouvoir partager mon expérience personnelle accumulée sur 25 ans d'exercice professionnel en libéral. Et ce chapitre concernant le traitement des omarthroses, instabilité et lésions chroniques du sportif est de plus courte durée. Il est consacré aux omarthroses séparément par rapport aux autres lésions. Alors, qu'en est-il des omarthroses? On abordera le traitement médical, rééducatif et le traitement chirurgical, tout comme pour la pathologie de la coiffe et son traitement. Tout comme la coiffe, le principe du traitement est en 3 étapes. D'abord, un traitement symptomatique, ensuite la place des infiltrations éventuelles et enfin la chirurgie. Le traitement symptomatique, il est toujours tenté, il repose sur les AINES et les antalgiques et la rééducation. On a à peu près le même fil conducteur que pour la pathologie de la coiffe et donc je vous renvoie à la visualisation de cet exposé de rééducation destiné d'ailleurs surtout aux rééducateurs qu'on retrouve dans la vidéo consacrée aux pathologies de la coiffe. Le problème est donc plutôt celui des infiltrations gléno-humérales. Il s'agit d'un geste qui est aisé, mais assez peu efficace dans les grandes ruptures de coiffe, l'omarthrose étant facilement accessible puisqu'il n'y a plus de coiffe, mais finalement assez peu efficace et beaucoup plus complexe et qui devient très invasif si vous avez affaire à une omarthrose et que vous cherchez à infiltrer l'espace gléno-huméral, puisque la coiffe est étanche. Il faut donc aller très loin. Il ne s'agit pas d'un acte courant et particulièrement invasif, souvent scano-guidé. On peut s'interroger sur son utilité, il est finalement assez peu proposé. Je ne m'étends pas trop sur les possibilités de viscosupplémentation, qui ne sont pas rentrées dans le domaine courant à ce niveau. On pourrait imaginer qu'elles apportent quelque chose. Je les ai tentées, toujours par voie scano-guidée, généralement donc dans les mains d'un radiologue, tout comme le PRP, mais sans grand résultat. On va donc s'intéresser tout particulièrement ici à la chirurgie et à la rééducation. Les prothèses inversées s'opposant aux prothèses anatomiques. On l'avait déjà vu lors de l'exposé sur les différentes lésions, lors de la première vidéo. La chirurgie de l'omarthrose se fait différemment quand il n'y a pas de rupture de coiffe. On a affaire alors à une omarthrose centrée. Et chez des patients dont l'âge est beaucoup plus précoce, entre 55 et 65 ans, parfois 70, il faut en effet que la coiffe soit intacte. L'indication alors de mettre en place une prothèse totale anatomique peut être retenue. La prothèse anatomique, elle reproduit l'anatomie de l'épaule normale. La sphère est située au niveau de l'humérus. Les limites de ces prothèses sont faciles à comprendre. Il suffit de faire un petit effort biomécanique. Le centre de rotation de la tête humérale est assez latéralisé, ce qui offre un moment de force d'action du deltoïde, un levier assez faible, mais qui heureusement dans la nature est compensé par l'effet de contre-appui du sus-épineux. Encore faut-il avoir un sus-épineux. Les indications opératoires, ce sont bien sûr toutes ces omarthroses sans rupture de coiffe. Les approches chirurgicales peuvent éventuellement être faites par voie mini-invasive à droite, assez difficile à réaliser, et qui ménage le sous-scapulaire, ce qui donne d'excellents résultats avec une reprise très rapide, mais la mise au point est encore en cours. Pour ma part, j'ai de bons résultats avec cette nouvelle technique, mais exigeante. L'indication, on l'a déjà dit, mais c'est toujours pareil, il s'agit de l'échec du traitement rééducatif, de douleur ou perte de fonction, éventuellement d'une menace d'autonomie de vie. Alors, en termes d'immobilisation et de suites post-opératoires, je ne reviens pas sur la gestion des suites sur le plan antalgique, sauf qu'il n'y a pas de cathéter pour les prothèses d'épaule. On ne peut pas raisonnablement mettre un cathéter au contact de structures métalliques, cathéter en relation avec l'extérieur. L'immobilisation, elle est de 4 semaines en voie chirurgicale classique parce qu'il s'agit d'ouvrir le sous-scapulaire.
sous-scapulaire, donc vous avez une réparation iatrogène du sous-scapulaire. En revanche, si on arrive à effectuer une voie mini-invasive, aucune immobilisation n'est requise. Quant aux résultats, on a des bons résultats dans 80% des cas, ou 90% des cas, avec une récupération fonctionnelle qui correspond d'ailleurs à peu près à 80 à 90% des cas d'une épaule normale pour l'âge. Mais il faut souvent plus de 6 mois pour atteindre cet objectif, donc pas être trop pressé. Ces omarthroses sans rupture de coiffe s'opposent radicalement aux omarthroses beaucoup plus fréquentes, on l'a vu en épidémiologie, avec rupture de coiffe, les ruptures excentrées. Il s'agit de patients beaucoup plus âgés, très souvent à l'aube du 3e, 4e âge, dans deux situations qu'on avait déjà vues. Soit on peut retenir l'indication d'une prothèse totale inversée quand vous avez encore des rotateurs externes de l'épaule en fonction, ce qui est tout à fait concevable, même dans une insertion de la tête humérale comme celle-là, et vous mettez alors une prothèse d'épaule inversée simple, sans aucun autre acte, soit vous n'avez plus de possibilité de rotation externe, et on met une prothèse totale d'inversée avec transfert du grand dorsal. On va un peu détailler ces deux éléments. Comprendre la prothèse inversée et son intérêt, c'est se pencher à nouveau sur la biomécanique de ces prothèses inversées d'épaule. Par rapport à la prothèse anatomique et à l'épaule normale, le centre de rotation de la tête humérale, par ce système de la prothèse inversée, est médialisé très largement, ce qui nous permet d'obtenir un levier, un effet de levier, un moment de force du deltoïde beaucoup plus important. On valorise donc la fonction deltoïde qui vient remplacer complètement la coiffe, surtout le sus-épineux, dans l'élévation antérieure et l'abduction. Mais cet effet, s'il assure une bonne élévation de l'épaule, n'assure pas forcément la rotation externe. La main derrière la tête, par exemple, ou la main au zénith, et peut nécessiter, en cas de déficit de la rotation externe, là, un transfert tendineux. Alors, je m'explique. Si un patient se situe dans cette situation, à gauche, on veut restaurer l'élévation du bras. La prothèse inversée va restaurer l'élévation antérieure, la flèche bleue, mais pas la rotation externe s'il n'y a pas d'infraépineux. Il faut alors effectuer un transfert tendineux pour obtenir une épaule symétrique par rapport à une épaule normale. Alors, quelles sont les indications et les suites des prothèses inversées? L'indication est toujours la même, c'est l'échec du traitement médico-rééducatif et une coiffe rompue. Les immobilisations, en cas de prothèse d'épaule inversée simple, sans transfert tendineux, patient très âgé, il faut enlever la douleur et restaurer au moins l'appui très rapidement. On n'a pas besoin de monter beaucoup l'épaule. Pas d'immobilisation, c'est fondamental. Pas d'immobilisation. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes âgées ont peur de l'immobilisation, mais il n'y en aura pas. On n'en a pas besoin. Si on effectue un transfert tendineux, en revanche, 3 semaines d'immobilisation minimale sont nécessaires pour cicatriser ce tendon du grand dorsal sur l'humérus. La récupération de la fonction est un peu plus faible que dans les prothèses anatomiques. Nous avons une fonction qui est de 60 à 80% de la normale pour l'âge, puisque c'est une prothèse inversée, non anatomique, qui a moins d'amplitude que les prothèses inversées. Notamment en rotation, vous avez soit des prothèses positionnées de manière à favoriser la rotation interne, soit des prothèses destinées à favoriser la rotation externe. Il est assez difficile d'avoir les deux. Mais le but de ces prothèses inversées pour le traitement de l'omarthrose excentrée, c'est d'obtenir, les possibilités d'appui, ce qu'on obtient très vite. Donc le parage de la chute, même en cas de résultat jugé décevant, avec des patients qui ne montent qu'à 90 degrés, mais au moins ils peuvent s'appuyer. Ce qui évite de chuter, par exemple, ou qui diminue le risque. N'oubliez pas, au 4e âge, la chute, c'est le col du fémur. Et puis, aussi conserver l'autonomie de manière plus générale. Ce sont deux buts très importants. La chirurgie de la rupture de coiffe avec omarthrose, la chirurgie des épaules détruites des personnes âgées n'est pas une chirurgie anecdotique, une chirurgie de confort. C'est pas parce qu'elle est fonctionnelle qu'elle est accessoire. Si la personne tombe parce qu'elle ne peut pas se retenir, on est dans un pronostic fonctionnel vital engagé. Pardon, pas fonctionnel, vital. Le col du fémur. Quelles sont les complications des prothèses totales d'épaule? Les infections peuvent frapper toutes les prothèses, et on a toujours pareil, surtout les infections du membre supérieur, Cutiberectum acnes en tête, mais on n'est plus chirurgical. Il est assez rare de pouvoir maîtriser par la seule antibiothérapie une infection
avec un implant. Il faut laver, par contre, pas toujours l'ôter, mais le laver, et parfois changer la prothèse. Mais la chirurgie est moins lourde, techniquement parfois très difficile, mais moins lourde qu'en membre inférieur. Les phlébites du membre supérieur, qui sont une complication qui existe, étant quand même moins fréquente. Nous avons la luxation de la prothèse qu'on doit pouvoir éviter, et puis les lésions du nerf axillaire, qui sont une complication post-opératoire, péropératoire généralement. Qu'au retenir de l'indication opératoire des prothèses d'épaule? Que c'est en général dans un contexte d'échec du traitement médico-rééducatif, comme toujours en chirurgie d'épaule, et que les deux buts fondamentaux doivent être poursuivis: sécurité pour le parage de la chute et la sauvegarde de l'autonomie de vie. Le chapitre de l'omarthrose étant clos, on aborde le dernier et court chapitre du traitement des instabilités et des lésions des sportifs. Alors, les instabilités, le listing avait été fait en épidémiologie. Nous avons les instabilités scapulomérales antérieures, les postérieures et les instabilités acromioclaviculaires, enfin les lésions du labrum. Je m'attarderai sur 3 d'entre elles, laissant un peu de côté les instabilités postérieures qui sont déjà des indications très techniques. Les luxations glionomérales antérieures répétées sont toujours chirurgicales. C'est une faute professionnelle que de dire qu'on peut s'en passer. Il n'y a pas de moyen musculaires, par exemple, qui peuvent empêcher une luxation de l'épaule lors de la position d'armée du bras. Toute la masse musculaire, pectorale, sous-scapulaire, tout est situé en haut lors de cette position de l'armée du bras. Et la capsule articulaire est complètement exposée vers le bas, vers le creux axillaire. S'il n'y a plus de capsule articulaire compétente, il y a luxation de l'épaule. Vous pouvez faire des centaines de séances de rééducation, vous ne stabiliserez jamais une luxation antérieure récidivante. Ce sera que de la chance. Comment la traite-t-on? Cela va dépendre de beaucoup de choses, de l'importance des dégâts osseux, de l'ancienneté du nombre de luxations, etc. Là aussi, il y a d'importants débats d'école entre les tenants des butées d'épaule et les tenants plutôt anglo-saxons du Bankart, donc de la réparation ligamentaire. Ce qu'il faut retenir, c'est les éléments propres à chacune. Alors la butée d'épaule, technique française, qui date de l'après-guerre, qui a été très améliorée, qui maintenant est très bien codifiée, c'est une chirurgie ouverte. La plupart du temps, je passe un peu sur la chirurgie arthroscopique qui, à mon sens, a encore une connotation expérimentale. La chirurgie ouverte, elle, nécessite une immobilisation très courte, offre une stabilité très importante. Elle est cependant néanmoins arthrogène quand même, mais ça se voit à 20-30 ans, et présente une cicatrice parfois disgracieuse. Mais c'est un geste assez sûr. Elle est grevée d'une complication qu'il faut connaître, c'est la lésion du nerf musculo-cutané du bras qui passe à proximité de la butée osseuse qui a été déplacée dans une boutonnière du sous-scapulaire, comme vous voyez sur ces images. En opposition, vous avez le traitement arthroscopique de la suture capsulaire, des ligaments abîmés, ce qu'on appelle la lésion de Bankart, et qui peut avoir son intérêt, qui n'est pas dépourvu d'une certaine élégance, c'est sûr, qui est réalisé en arthroscopie par 2 orifices, parfois 3, mais dont la stabilité est un peu moins bonne. Elle va dépendre beaucoup de la qualité des structures capsulaires ligamentaires, très difficile, voire impossible à évaluer avant l'intervention. Elle nécessite pour la plupart des auteurs une immobilisation de 6 semaines, certains s'hasardent à l'immobiliser un peu moins. Globalement, il y a des indications d'utilisation. Un sportif ou amené à l'être va plutôt avoir une butée. Quand l'impératif cicatriciel, l'exigence est moins importante, on peut aller vers une suture de Bankart. Il y a également des éléments anatomiques qui peuvent faire pencher la balance vers l'un ou l'autre, je ne vais pas rentrer dans les détails. Deuxième pathologie très fréquemment rencontrée, c'est la luxation acromioclaviculaire ou disjonction acromioclaviculaire. On a différents stades, on le sait, entre les entorses, les subluxations et les luxations. J'adresse surtout ici à la luxation, la perte complète des rapports articulaires entre la clavicule et le restant de l'omoplate. Elle résulte de la rupture des plans ligamentaires au nombre de 2, les coracoclaviculaires et les acromioclaviculaires. La clavicule monte en touche de piano, plus ou moins évidente. La pathologie est mal supportée généralement, on va poser l'indication opératoire, toutefois en fonction de l'exigence et de la tolérance précisément. Très souvent, de plus en plus, on les opère.
C'est une chirurgie ouverte, la chirurgie arthroscopique est encore réellement expérimentale. Au terme de l'immobilisation de 4 semaines, protégée par une vis ou d'autres éléments, il est parfois donc nécessaire de procéder à une deuxième intervention pour ôter la vis. Nous avons quand même 95% d'excellents résultats et d'une bonne stabilité. Ça s'appelle une ligandoplastie. En fait, on détourne un ligament, le ligament acromio-coracoïdien, qui n'a pas été touché par cette luxation, et on l'utilise, il est d'assez bonne qualité, pour remplacer les ligaments manquants, irréparables la plupart du temps, sauf si on s'adresse à eux dans les 5 premiers jours, mais là on est dans le domaine alors de l'épaule urgente. Pas l'objet de cette vidéo non plus. Une ligamenoplastie, comme dans le même principe qu'un ligament croisé pour le genou du sportif. Enfin, l'épaule du sportif, qu'est-ce qu'on a? On a surtout des lésions du labrum glénoïdien, appelé bourrelet, c'est le ménisque de l'épaule, avec comme particularité d'être relié à l'insertion du long biceps au sein d'une association lésionnelle appelée SLAP, et qui veut simplement dire qu'il s'agit d'une désinsertion intéressant la partie haute du labrum et le long biceps. Là, les techniques de réparation apportent peu, il y a plusieurs méthodes. Généralement, le traitement est arthroscopique, l'immobilisation dépend des auteurs, on va dire. Elle est aussi proposée en fonction des exigences sportives et de la tolérance. Des slap lésions sont retrouvées chez 80% des handballeurs vieillissants. On n'opère pas 80% de ces gens-là. Donc là aussi, très fréquentes comme lésions, assez peu opérées globalement. Je vous remercie de votre attention. Nous avons ici au terme de la dernière partie consacrée à la dernière vidéo consacrée à la pathologie chronique de l'épaule, et j'espère que cela vous a apporté ce que vous attendiez.